Il y a une photographie, floue, prise à la hâte, un éclair aveuglant de lumière orange dans la nuit. C'est la dernière image du rouleau, capturée par des mains tremblantes avant que l'appareil ne tombe dans la neige. Pas de visage, pas de contexte, juste un orbe incandescent, un point d'interrogation gravé sur la pellicule. Avant cela, l'appareil contenait des souvenirs de rire, de camaraderie et du vaste paysage indifférent. Les randonneurs, expérimentés, jeunes, pleins de détermination, souriaient à l'objectif, inconscients de ce qui les attendait. Leur voyage a commencé avec confiance, leur monde encore intact. L'appareil a été retrouvé un mois plus tard, près d'une tente violemment déchirée de l'intérieur. L'histoire qu'ils racontent se fracture, d'une joyeuse certitude à un flou de panique et de lumière. Que s'est-il passé entre ces sourires et ce dernier éclair? La photographie n'offre que le silence. C'est le cœur du mystère, là où la logique se dissout. Nous pouvons étudier les preuves, mais cette image est une pure terreur, une explosion silencieuse de lumière avant l'obscurité. Elle nous demande d'imaginer quelle terreur ferait de votre dernier acte le déclenchement d'un obturateur, désespéré de prouver que ce que vous avez vu était réel. Janvier 1959. 10 étudiants soviétiques, menés par Igor Dyatlov, partent à la conquête de l'Oural septentrional, le mont Otorten, au nom sinistre. N'y allez pas. C'était la randonnée la plus difficile, un test d'habileté et d'endurance. Ils étaient préparés au pire de la nature, mais pas à l'inconnu. Le groupe était un mélange d'expérience et d'énergie juvénile. Zineda, le cœur, Rustem, la main sûre, Lyudmila, la chroniqueuse, et Yuri Yudin, qui est rentré tôt, devenant le seul survivant. Les 9 autres ont continué, le moral au beau fixe. Les journaux intimes et les photos montrent la normalité, une aventure exigeante, des paysages à couper le souffle, de la camaraderie. L'Oural en hiver, silencieux, ancien, indifférent. Le vent sculptait la neige, le silence n'était brisé que par les skis et la respiration. Ici, on se sent petit mais vivant, faisant confiance à son équipe, concentré sur la survie. La montagne était un défi, pas une menace. L'idée d'une force malveillante semblait absurde, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Dans ce monde de réalité tangible, l'impensable était sur le point de s'immiscer. Le 1er février, le dernier campement du groupe, dressé sur la pente exposée de Kolatsiakl, la montagne morte. L'emplacement était déroutant, ouvert au vent, alors qu'un abri était à proximité. Peut-être était-ce de l'ambition, peut-être une tempête soudaine. À l'intérieur de la tente, la routine, un repas, des bottes alignées, un journal satirique pour remonter le moral. La dernière entrée du journal était calme, centrée sur la météo et les plans. Aucun signe d'alarme, juste le calme avant la tempête. Puis, tout a changé. Pas de lutte, pas de dispute, juste un événement soudain, cataclysmique. La transition de l'ordre au chaos fut instantanée. Le chapitre suivant serait écrit dans la neige, pas à l'encre, une traînée de pas désespérés dans l'obscurité glaciale. Lorsque les secouristes sont arrivés le 26 février, la tente était à moitié ensevelie, éventrée de l'intérieur. Pas un animal, pas une tempête, c'était une fuite paniquée. Pourquoi 9 randonneurs expérimentés détruiraient-ils leur seul abri par des températures négatives? Avalanche? La tente était debout, les skis intacts, aucune preuve de glissement de neige. Le paysage était calme. Autre chose les avait fait fuir. Découper la tente était une fissure dans la logique, un choix insensé. La tente était la vie, l'abandonner était un suicide. La menace à l'intérieur devait être pire que le blizzard sibérien à l'extérieur. L'histoire est passée de la survie au thriller psychologique. Les secouristes faisaient face à une énigme, pas à une tragédie. Les randonneurs avaient fui, ils n'avaient pas été attaqués. La tente vide était désormais une scène de crime, l'agresseur inconnu. En partant de la tente, les secouristes ont trouvé une traînée d'empreintes de pieds de nu, de chaussettes et de bottes solitaires dans la neige. Par moins 30 degrés, c'était une condamnation à mort. Les empreintes étaient ordonnées, non frénétiques, avançant avec un étrange but vers la forêt. Pourquoi laisser les bottes derrière? Les empreintes traçaient en leur peur. La piste menait au bois, préservée par la neige.
une procession silencieuse vers le destin. Sous un cèdre, les deux premiers corps. Krivonichenko et Doroshenko. Pieds nus, en sous-vêtements, près d'un petit feu. Les branches du cèdre étaient cassées en hauteur. Quelqu'un avait essayé de grimper, peut-être pour voir la tente, ou échapper à quelque chose en dessous. La piste des fantômes avait atteint sa première sinistre destination. Imaginez la douleur, le froid, la terreur qui ont fait de cela le seul choix. La neige a préservé leur dernière marche, un récit gelé de peur. Le mystère s'épaississait à chaque pas. Les deux hommes sous le cèdre sont morts d'hypothermie, les mains écorchées à force de grimper. 3 autres, Dyatlov, Zinaïda, Rustem, ont été retrouvés entre l'arbre et la tente, mieux vêtus mais toujours exposés, rampant sur la pente. Zinaïda était la plus éloignée, figée dans sa détermination. Les 4 derniers ont été retrouvés des mois plus tard, ensevelis dans un ravin à 75 mètres du cèdre, dans un abri de fortune. Ils portaient des vêtements coupés sur leurs amis morts, un acte de survie macabre. Les 5 premiers sont morts de froid, les 4 dans le ravin, non. Leurs blessures étaient horribles et inexplicables. Le récit est passé de la panique à quelque chose de plus sombre. La neige a préservé non seulement des corps, mais des preuves de violence. Le ravin détenait le secret le plus sombre de la montagne morte. La tragédie n'était plus seulement déroutante, elle était sinistre. Le mystère s'épaississait à chaque découverte. Les autopsies ont révélé l'horreur. Le crâne de Thibaut Brignol était écrasé. Doubinina et Kolevatov avaient des côtes brisées. La force était comparable à un accident de voiture. Pourtant, aucune blessure externe. Aucun humain ni animal n'aurait pu infliger de telles blessures sans laisser de traces. Avalanche ? Exclu. Les blessures étaient étranges, précises, inexplicables. Il manquait à Dubinina sa langue, ses yeux et ses lèvres. À Zolotaryov, ses yeux. Officiellement, les animaux et l'eau ont été blâmés. Mais les doutes persistaient. Des traces de radioactivité ont été trouvées sur certains vêtements. Une autre anomalie. Des lumières étranges avaient été vues dans le ciel. Le verdict officiel. Force naturelle irrésistible, une réponse vague et insatisfaisante. L'affaire est devenue un véritable mystère non résolu. Dans le vide des réponses, les théories ont foisonné. L'infrason, des vents de basse fréquence provoquant la panique, pourrait expliquer la fuite, mais pas les blessures. Des essais militaires, la zone était utilisée pour des armes secrètes. La radioactivité et les lumières étranges correspondent à cette théorie. Une dissimulation pourrait expliquer le secret et les conclusions vagues. D'autres ont invoqué des légendes Mansi, des Yétis ou le surnaturel, des histoires qui persistent parce que les faits défient la logique. Peut-être était-ce une tempête parfaite, panique, accident et présence militaire, une chaîne de coïncidences. Cette ambiguïté est plus effrayante que n'importe quel monstre. Parfois, la réalité se délite, ne laissant que le chaos et des faits impossibles. L'incident du col de Dyatlov résiste à toute explication, alimentant des spéculations sans fin. La neige murmure, mais ne révèle jamais rien. L'histoire du col de Dyatlov ne se termine pas. Elle s'arrête simplement, laissant des images obsédantes et des questions. La tente éventrée, les empreintes de pieds nus, les branches cassées, les blessures horribles et le dernier orbe orange, des pièces d'un puzzle sans clé. Le dossier officiel est clos, mais l'affaire reste ouverte dans notre imagination. La puissance de l'histoire réside dans son refus de se résoudre. Nous aspirons à des schémas, mais l'incident de Dyatlov nous refuse ce confort. Les faits sont contradictoires, illogiques et étranges, une parfaite énigme. Nous analysons, débattons et consommons le mystère, risquant d'oublier les 9 vies en son centre. Quelle terreur ont-ils affronté, debout sur cette pente, le vent les déchirant, fixant l'inconnu. En fin de compte, nous revenons à la dernière image, la sphère orange lumineuse. Était-ce une fusée éclairante, une arme, une lampe frontale, ou autre chose ? La photographie est un miroir, reflétant nos peurs et nos questions. C'est la dernière chose qu'ils ont vue et la seule chose que nous ne comprendrons jamais.
La neige a fondu, mais le frisson de leur histoire demeure.